Bonjour à toutes et à tous. Il est midi, vous êtes nombreux aujourd'hui. Nous allons passer une heure ensemble autour du thème Green Beauty et Packaging éco-responsable. On ne vous verra pas à l'écran, mais vous pouvez communiquer avec nous sur le chat dans YouTube. Cette conférence est organisée par la French Tech by Pays de Grasse. Nous sommes portés par le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse et nous sommes aussi partenaires de Grasse Expertise. Avant toute chose, nous souhaitons remercier la presse professionnelle qui a été très réactive pour soutenir notre info. Et bien sûr, tous nos partenaires qui ont activé leur réseau. Merci à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et à l'association Initiative Terre d'Azur. Merci à la pépinière Innova Grasse et à l'hôtel d'entreprise Grasse Biotech. Merci à notre partenaire Innovalliance, le pôle de compétitivité, naturalité, alimentation, cosmétiques, arômes et parfums. Merci à notre partenaire Cosmed, l'association des PME de la filière cosmétique et le Cosmétopôle Provence-Côte d'Azur. Merci à la French Tech Côte d'Azur Région Sud et les communautés French Tech de Nice Startup, Télécom Valley et Canisup. Et enfin, merci à mon amie Anne Dufresne qui a réalisé l'illustration de notre communication. Aujourd'hui, nous sommes accueillis sur la chaîne YouTube de Grasse Expertise. Grasse Expertise est la marque territoriale et collective des 4 filières d'excellence du Pays de Grasse: parfum, arômes, cosmétiques, santé et bien-être. Grasse Expertise a été fondée en 2017 par 11 membres. Aujourd'hui, ils sont 55. 55 entreprises nationales et internationales de la filière qui adhèrent au collectif. Grasse Expertise fait rayonner leur savoir-faire, stimule la dynamique du territoire et la création d'emplois. Elle soutient aussi la culture des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Les 4 filières représentent 4 000 emplois et un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires sur le Pays de Grasse. Alors bien sûr, pour piloter cette conférence, je ne suis pas toute seule. Marion Bénard a collaboré à tous les préparatifs depuis le début. Elle gère aujourd'hui la technique de cette conférence. Bonjour Marion, je t'invite à te présenter si tu le veux bien. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marion Bénard, donc je suis étudiante en communication. Donc, je serai diplômée en juin d'un bachelor responsable de la communication à l'école Subdecom de Mougins. Et actuellement, j'effectue une alternance au sein du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse depuis le mois d'octobre où je m'occupe de la communication. Donc, je gère les réseaux sociaux, la création de différents supports de communication ainsi que la gestion d'événements. Et donc aujourd'hui, vous pourrez communiquer avec nous par le chat de YouTube qui sera géré par Sylvie Sampels, la directrice du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse. Et donc, si vous voulez parler avec nous, il vous suffit de vous connecter à YouTube avec un compte Gmail. Donc, je passe maintenant la parole à Sylvie Sampels. Alors, merci Gisèle, merci Marion, et on est impatient de découvrir la conférence du jour sur un sujet qui tient à cœur au Club des entrepreneurs et Grasse Expertise, Green Beauty et Packaging éco-responsable. Donc, moi, je serai derrière le chat. Si vous avez des questions, je relayerai à nos intervenants et on essaiera de prendre un temps avant la fin. Donc, l'idée, c'est de vous libérer à 13 h. Et voilà, je pense que ça va être très intéressant de découvrir les talents du jour. Merci. Merci Sylvie et merci Marion pour toutes ces précisions. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir le président du Club des entrepreneurs du Pays de Grasse. Michel est un homme très dynamique sur le territoire de Grasse, mais pas que. Président du groupe Arfitech, il s'engage sur les enjeux sociétaux de la RSE, la promotion de l'entrepreneuriat et la préservation de l'environnement. Il est passionné par l'économie de la fonctionnalité. Bonjour Michel Gschwind. Donc, bonjour et merci pour cette introduction pleine de dynamisme. Je pense qu'en termes de dynamisme, tu n'as rien à envier. Donc, en fait, moi, je suis président effectivement du club qui porte aujourd'hui l'activité, la représentation de la French Tech sur le Pays de Grasse. Donc, sur la French Tech sur la Côte d'Azur, il y a 4 associations qui ont été citées tout à l'heure qui participent en fait à la promotion de
et à la croissance des startups. En fait, le but de la French Tech, c'est vraiment d'identifier, de faire grandir l'écosystème startup du territoire. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, on organise cette conférence avec des spécificités par territoire. Aujourd'hui, sur le territoire de Grasse, bien sûr, tout ce qui est cosmétique et parfum, vraiment la caractéristique première du territoire. Donc aujourd'hui, sur le territoire, donc outre ma société qui est Arfitech, d'autres sociétés sont partenaires de la French Tech, comme EDF, Sun & Go d'Olivier Béchu, BeBright de Guillaume Arthuis, Pixie.com d'Amanda, Roberté également, et qui on n'a pas besoin de commenter, fait partie également des partenaires de la French Tech sur le territoire de Grasse, et également Perfumiste, qui est une start-up qui a été créée par Frédéric Besson et qui a la particularité de vous aider à choisir le meilleur parfum pour vous et vos conjoints et vos amis. Voilà, en tout cas, j'espère que la conférence tiendra ses promesses. En tout cas, beaucoup d'inscrits ont été enregistrés et j'espère qu'effectivement, on est très nombreux aujourd'hui pour cet événement, qui est aussi de faire ça en live, parce qu'on a plutôt l'habitude au club de faire des événements physiques. Mais c'est une grosse première où on espère que ça va continuer comme ça. Merci, merci beaucoup Michel, et aussi pour la confiance que tu nous fais. La conférence est maintenant lancée. Passons au débat avec nos experts. Bienvenue Sylvie Grand, bienvenue Marie-Hélène Marcelli, bienvenue Florent Laloux. Sylvie, je t'invite à te présenter à nous brièvement. Merci. Alors, Rouge.com en quelques mots, nous sommes une agence de communication interne et externe de l'entreprise, également portée sur le conseil éditorial. Nous sommes basés à Paris, siège à Paris, avec un beau second bureau à Nice, enfin à Biot plus exactement pour ceux qui connaissent très bien la région. Nous travaillons pour des clients, nos clients sont des institutionnels et des PME B2B, acteurs du packaging, du luxe et de la beauté, tous matériaux confondus, verre, plastique, carton, nouveaux matériaux également. Sur le champ des emballages primaires, maquillage, soins, secondaires, étuis, cartons également, accessoires, sur les échantillons et la découverte parfum et les ingénieries industrielles. Je dirais en 3 points, notre valeur ajoutée, bien sûr, c'est une connaissance des marchés, du monde industriel et de ses technologies, de l'environnement, bien sûr. Elle porte sur l'accompagnement client, un petit peu le cousu humain dont on est fier, et puis sur une grosse compétence sur les stratégies de contenu. Donc, tout ce qui est information écrite ou orale sur les contenus, les choix des messages et les choix des médias, qu'il s'agisse d'informations presse, de sites internet, réseaux sociaux, blogs, newsletters et compagnie. Voilà, et pour en savoir plus, on est en train de travailler sur un site internet flambant neuf, enfin. Il existait, mais il n'était pas tout à fait au point, rouge.com.fr. Bien, merci Sylvie, on cerne mieux l'agence Rouge.com. Je propose maintenant, Florent, si tu me permets, de passer la parole à Marie-Hélène Marcelli, qui va nous présenter sa société. Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène Marcelli, je suis la directrice générale de l'imprimerie Carestia. Donc Carestia, c'est une imprimerie qui est spécialisée dans les produits pour les parfumeurs, mais également pour la cosmétique. Donc nous réalisons les dotteurs, touche à sentir, comme ce produit-là, qui est destiné à tester les parfums en magasin. Des produits pré-parfumés aussi, on parfume chez nous avec de la microencapsulation ou d'autres techniques d'imprégnation, mais également du packaging. Donc des boîtes étuis, voilà, qui vont permettre d'accueillir des échantillons, des mini-produits, puisqu'on est vraiment spécialisé dans le petit format, pour la cosmétique, le soin, le maquillage et le parfum, bien sûr. Donc, nous sommes 90 personnes installées sur le territoire grassois depuis 1883. Bien, ok, ben j'ai encore appris des choses, moi aussi. Merci Marie-Hélène. Florent, je te passe la parole pour ta présentation. Merci Gisèle. Bonjour à tous. Merci pour cette belle introduction.
Je crois que je suis le nordiste de l'étape, puisque chez CVP, on est situé dans la périphérie de Lille. On est apporteur de solutions anticipatrices et quotidiennes en emballage plastique rigide, donc principalement de l'emballage primaire, avec des solutions qui vont de 10 millilitres à 220 litres en PP, PE, PET, mais aussi avec toutes les alternatives développement durable que ça comporte. Et notamment, on intègre nativement et depuis très longtemps les composantes RSE et développement durable dans toute notre stratégie de décision. Et c'est ce qui nous permet aussi d'apporter un peu de valeur ajoutée à nos contenants, et notamment au travers l'éco-conception, notre ligne de conduite Cradle to Cradle notamment, qui a été pensée et réfléchie de longue date. Voilà. Bien, merci. Effectivement, vous avez démarré le contexte RSE depuis longtemps et on va y revenir bien sûr dans le débat. Alors, le débat démarre. Merci pour ces présentations. Je dois faire un petit rectificatif de communication. J'avais évoqué la slow cosmétique dans les communiqués à la presse. Alors, je dois vous dire que la slow cosmétique, c'est un mouvement qui est une marque déposée par l'association Slow Cosmétique, qui s'est gentiment rapproché de nous. Donc, on ne va pas prononcer ce terme de la slow cosmétique, qui est une marque. L'association milite pour une cosmétique plus saine, raisonnable, écologique. Voilà, je vous invite à aller sur leur site slow-du6 cosmétique au singulier.org et mon information est rétablie. Je démarre tout de suite la conférence sur la première question pour décrypter la Green Beauty. Qui peut nous parler de son origine, de ses enjeux et de ses perspectives? Sylvie, peut-être? Vous m'entendez? Oui. Bon, et ben effectivement, c'est un sujet quand même assez large. Chez Rouge.com, on observe et on analyse un petit peu les marchés, les tendances, et les attentes des consommateurs pour accompagner nos clients, les acteurs du PAC. Alors, si on reprend un petit peu pour aller rapidement sur l'origine de ce mouvement, on pourrait dire qu'il est sociologique, il a été très fortement amené par les millennials qui, baignant de manière intuitive et par génération dans le monde d'Internet, ont très vite, parce qu'elles avaient les moyens d'analyser et de comparer les informations, de l'exiger, cette information, pour pouvoir choisir son produit. C'est-à-dire qu'en fait, elles exigent de la transparence. Ces millennials, pour certaines, sont devenues des influenceuses qui font la pluie et le beau temps, stars en tête, avaient aidé, guidées par des applications qui se multiplient, la suivante de Yuka ou de Inky, etc. Ce phénomène a créé une sorte de boule de neige qui s'accélère considérablement avec la pandémie. On l'observe assez facilement. Donc, dans ce cadre-là, le consommateur devient le consommateur. Ce n'est pas un terme nouveau, puisque dans l'environnement et dans la gestion des déchets d'emballage, c'est un terme qu'on emploie. C'est une prise de conscience. Donc, en fait, on peut parler d'une Green Beauty au sens large. Aujourd'hui, on l'appellera la Green Beauty. Cette Green Beauty, elle correspond à, je dirais, un concept, une posture qui vise la protection de la planète dans son ensemble, mais à commencer par soi-même, par non plus des produits, mais des routines beauté. Donc, qu'importe le nom, on va parler de la Green Beauty. Aujourd'hui, on voit émerger très fortement la Blue Beauty, qui se préoccupe de l'intoxication de la mer par les microplastiques, par exemple, sujet très important. La Slow Beauty, j'ai le droit de le dire, zéro déchet. Le vegan s'en mêle jusqu'au halal beauty sans composants animaux et ni dérivés d'alcool. La cosmétique solide par un autre angle qui prône un aspect pratique, sécuritaire, hygiénique jusqu'au do it yourself. Donc là, tout ça, tous ces concepts se réunissent. Donc les marques, par rapport à ça, agissent en jouant la transparence, parlent de mission, de conviction.
et modifient leur mode de communication appuyé sur des contenus toujours avec des storytelling et des créations de produits qui s'appuient notamment sur des collabs. C'est-à-dire que les routines, pour certains, comme je vais citer la marque Joone, J-O-O-N-E, qui a créé de la création du produit en passant par le packaging jusqu'à la campagne, aux prises de vue, reportages, etc., ont été gérés sur la toile. Donc, grosse partie sur la collaboration partagée. Donc, par rapport à ça, les modèles de société changent. On parlait des startups de la région. On a parlé des indie brands qui sont nés aux États-Unis et maintenant on parle des digital native vertical brands qui sont des marques, des sociétés qui se construisent sur un modèle dynamique, sur des concepts porteurs et qui sont dans les viseurs des grandes marques qui viennent les racheter ensuite avec plaisir parce qu'elles ont un potentiel, elles présentent un potentiel important et ces sociétés très souvent développent des marques, enfin, sont des marques de cosmétiques naturels, il en est tous les jours, portant sur à la fois le maquillage et les soins et des produits très sophistiqués. Du côté packaging, bien sûr qu'on parle d'un packaging solidaire, les fabricants de packs l'ont compris depuis quand même maintenant un petit moment, et cette transition écologique s'inscrit dans les démarches, les stratégies RSE globales, au profit de packs vertueux, respectueux, épurés, durables, rechargeables, ressourçables, recyclables, recyclés. Et là, on reconnaît bien les mots magiques de l'économie circulaire, adossé à la fameuse règle des 3 R, et passer à la moulinette d'outils logiciels d'analyse du cycle de vie extrêmement prégnants qui vont aller mesurer l'impact environnemental d'un produit, de l'extraction de la matière première jusqu'à la livraison des produits, voire leur usage par le consommateur, puisqu'on parle de rechargeabilité, de ressourçabilité, etc. Alors, par rapport au Covid, effectivement, la révolution verte était en cours, mais elle s'est considérablement accélérée. Je parlais de boule de neige. Nous constatons chez nos clients fabricants de packs, pour certains, mettent un rapport de 1 an pour 1 mois. Les processus programmés sur 1 an ont été considérablement accélérés. Et selon certaines études, on dirait que 40% des consommateurs affirment vouloir vivre autrement après la crise. Donc là, nous sommes en train de mettre de l'eau au moulin de la Green Beauty. En termes de mots-clés, on relève les mots-clés suivants: sourcing, contrôle qualité, circuit court, Made in France, partenariat éthique, relations humaines, évidemment au centre du débat. Tout cela dans une logique responsable, globale, de transparence absolue. Bien. C'est là où la Green Beauty prend tout son sens. Par rapport toujours à cette Green Beauty, on est à l'ère du skip care, c'est-à-dire qu'on va aller sauter des soins, préférer des rituels plus minimalistes, simples, sans effort, pour gagner du temps et prendre soin de sa peau plus naturellement. C'est pas qu'on ne va pas prendre soin de sa peau, mais on va le faire différemment. C'est là où justement je reprends le terme de routine, parce que la Green Beauty va aller s'inscrire dans cette démarche globale qui va aller du citron tiède au réveil, en passant par les masques naturels, les outils de massage, le yoga du visage, une sorte de posture et d'attitude. Voilà, donc on va aller vers des produits, on va échanger le parabène contre de la vitamine C ou du rétinol, et je dirais que les marques gagnantes de demain sont celles qui sauront faire des essais cliniques poussés, beauté, sans déchets, sans impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on approche vers une démarche scientifique de la cosmétique. On ne parle pas des formules sans, mais plutôt des formules bonnes avec. Et on va exiger des formules sophistiquées et performantes et saines et naturelles à la fois. Le niveau d'exigence monte.
Bon, écoute, je pense qu'on a bien cerné le contexte Green Beauty et on a plein de mots-clés derrière lesquels on va mettre des arguments avec Marie-Hélène et Florent, je pense. J'ai donc ma nouvelle question. On a parlé du contexte, on a parlé des produits. Merci Sylvie, c'était très complet. Parlons maintenant des packaging. Alors, ma question est toute simple. Pourquoi parle-t-on d'une révolution du packaging? Et là, je me tourne peut-être vers Marie-Hélène. Oui, alors on t'entend pas encore tout à fait, vas-y. Vous m'entendez bien? Oui, ça y C'est est. bon? D'accord. Ok. Oui, donc Sylvie a présenté un petit peu le contexte et surtout les attentes des consommateurs. Hein. Donc, pour résumer, les consommateurs attendent un packaging responsable, c'est sûr, écologique, bien sûr, pratique aussi, ça c'est très important, innovant, voilà, parce que les consommateurs et notamment les lumineuses dont tu parlais, Sylvie, sont très, comment dire, ils attendent beaucoup d'innovation dans tous les domaines, voilà. Mais le Covid a ajouté aussi une donnée non négligeable qu'il faut prendre en compte. Enfin, en tout cas, nous, industriels, ça nous a bien complexifié la tâche. C'est que paradoxalement, ce packaging qui semble plus léger, que les consommateurs attendent plus léger en tout cas, il faut qu'il soit beaucoup plus hygiénique. Voilà. Donc, il faut pouvoir compenser les deux. Donc, c'est pour ça que pendant la crise du Covid, on a vu, par exemple, flamber la consommation de plastique, puisqu'on s'est mis à remettre des films plastiques autour de tous les packagings. Contrairement à ce que… Oui. Voilà, donc le green packaging a été un petit peu contrarié à ce moment-là, et il a fallu que les industriels du secteur du plastique accélèrent leur recherche et commencent à nous proposer en fait des plastiques recyclables, qui soient biodégradables éventuellement, etc. Donc ça a été quand même un gros challenge, et pendant toute la crise du Covid, cette crise a accéléré les choses et nous a demandé d'être encore plus innovateurs et encore plus adroits pour pouvoir s'adapter à cette demande. Donc les marques nous attendent, nous, sur deux points, nous industriels. D'une manière un peu plus macro, c'est notre engagement, notre politique RSE. Voilà. Que faisons-nous pour engager la société, pour réduire l'impact de nos activités sur la société et sur l'environnement, bien sûr. Ça, c'est vraiment une partie très macro que tous les groupes industriels sont obligés aujourd'hui de prendre en compte. Donc, chez Carestia, nous faisons partie d'un grand groupe qui s'appelle Arcade Beauty, qui est un des premiers, qui est le leader de la fabrication d'échantillons pour la cosmétique et parfum dans le monde. Et donc, avec le groupe, nous avons élaboré une stratégie et un engagement sur 4 piliers qui sont le produit, donc la sécurité sanitaire, assurer la sécurité sanitaire du produit et son éco-conception. Le deuxième point, ce sont les achats et l'éthique des affaires. Comment on achète correctement dans le bon sens de la RSE. La révolution du packaging est beaucoup sur les achats, oui. Beaucoup sur les achats. Donc, on a vu nos fonctions de supply chain dans les industries qui se sont vues extrêmement changer. On attend d'eux aujourd'hui beaucoup d'innovation dans le domaine des achats aussi et du sourcing. Comment mieux acheminer aussi des produits jusqu'à l'usine en ayant un impact le moins possible sur la planète, avec un impact CO2 le plus réduit possible. L'excellence opérationnelle, donc tous les jours s'engager sur le terrain à réduire notre consommation d'énergie, à travailler de mieux en mieux pour éviter la gâche, voilà, éviter de refaire les travaux plusieurs fois, mais réduire aussi les temps d'activité au mieux, donc travailler sur notre productivité. Et le quatrième point, c'est l'implication du personnel et de la communauté sociale, donc, par des actions qui vont amener au bien-être au travail. C'est un terme qui a été beaucoup galvaudé, mais ça a quand même du sens, ça a beaucoup de sens. Comment rendre l'entreprise, comment faire de l'entreprise un lieu où on a envie de venir, un lieu où on se sent protégé aussi, où on vient travailler en sécurité. Voilà, donc l'entreprise est responsable, elle doit faire en sorte que l'employé, quand il vient sur son site, son lieu de travail, il se sent non seulement protégé physiquement, c'est-à-dire qu'on va éviter
toutes sortes d'accidents. Voilà, il faut travailler sur la sécurité, mais également psychiquement, c'est-à-dire pouvoir travailler le plus sereinement possible dans un contexte le plus serein possible. C'est pas toujours évident, notamment en temps de crise. Donc, beaucoup d'actions qui sont menées au quotidien, également à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire sur la communauté aux alentours, toutes les, on va dire, les parties intéressées à l'entreprise qui travaillent autour de nous, les mairies, les organismes sociaux, etc. Que faisons-nous pour notre vie, pour notre communauté? Voilà. On sent que tout le monde communique beaucoup plus qu'avant. Oui. Plus qu'avant, j'étais pas plus tard qu'hier amenée à témoigner dans un lycée de la région à l'occasion de la journée de la femme sur l'entrepreneuriat, notamment au féminin, voilà, auprès de lycéens pour leur donner envie de venir d'entreprendre, etc. Donc, c'était voilà, des actions qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise sont amenés à faire dans le cadre de la RSE aussi, parce qu'il faut aussi promouvoir la mixité des métiers, hein, ça fait partie aussi de la bonne équilibre dans l'entreprise. Donc le green packaging, ça va loin. Donc, les industriels aujourd'hui sont confrontés sur l'éco-conception, donc qui est la deuxième partie des grosses attentes du client, hein, au-delà de l'aspect macro de l'investissement des industriels. Il y a également au quotidien, dans nos études, dans tout ce que nous, tous les attentes des clients, nous devons réaliser des études d'éco-conception sur chaque demande, donc, ce qui rajoute beaucoup de travail évidemment, mais ce qui est également extrêmement enrichissant et qui nous pousse à l'innovation, puisque à l'occasion de recherche de nouveaux matériaux, eh bien, nous allons sortir de nouveaux produits complètement inattendus. Là, nous, par exemple, nous avons sourcé du liège. Ah oui. Liège, voilà, liège, matière première qui se parfume très bien, voilà, et qui a une restitution olfactive donc très bonne. C'est un produit en plus très RSE, puisque ce sont des déchets industriels que nous récupérons, pour lesquels nous avons donné une deuxième vie. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons mis au point un petit car freshener qui est destiné à venir parfumer en fait, dans les voitures, à l'aide de plaques de liège, de venir parfumer les voitures. Voilà, l'innovation. Dans le packaging, c'est aussi ça, voilà, c'est-à-dire trouver des matières premières qui soient naturelles dans l'économie circulaire, qui rentrent dans une économie circulaire. Mais également, il ne faut pas perdre de vue, bien sûr, et là, les marques et nos clients nous le rappellent souvent, l'analyse de la valeur, c'est-à-dire que le client est prêt, évidemment, tout le monde est prêt à passer le cap et à travailler sur de nouveaux matériaux, etc. Mais il faut quand même avoir à l'œil les coûts, voilà, pour ne pas faire flamber les coûts. Donc, il faut trouver, en plus de ça, en permanence, des leviers, rendre le produit plus green, mais à isocourt. Ce n'est pas toujours évident. Évidemment. Donc, ça demande énormément de travail à l'entrepreneur. Le point important également, c'est la réglementation, les réglementations environnementales qui sont également à prendre en compte au quotidien dans nos activités. Je pense que les sujets de réglementation, l'attitude d'une entreprise engagée, le packaging éco-responsable, c'est peut-être le sujet favori de Florent. Alors, peut-être pas au cœur de la réglementation, mais je dirais pour prolonger un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je définirais un peu le packaging éco-responsable comme un packaging conscient. Quand je dis conscient, je parle de la conscience de chaque partie prenante dans la conception du packaging et même du produit plus généralement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque étape du cycle de vie du produit, pour avoir un packaging éco-responsable, il faut avoir conscience de chacune des étapes de son cycle de vie. Pour ça, on nous demande aussi de plus en plus d'expertise à chaque niveau, être conscient de la fin de vie du produit, du sourcing de chaque matière, des étapes de transport, des localisations de production. Bon, tout ça se fait par des mesures, mais surtout, ça se fait par une envie de conscience, sans mettre de côté toutes les fonctions primaires du packaging qui sont sa réelle mission aujourd'hui. Ça reste la conservation en sécurité d'un produit, l'affichage de la communication, l'affichage aussi de la communication réglementaire, parce que ça reste une réelle obligation pour les consommateurs et ça fait partie du rôle du packaging dans la protection du consommateur. Donc,
Tout ça sont des composantes d'un packaging éco-responsable. Et avec, je dirais, la dernière et aussi l'une des plus importantes, c'est la responsabilité du metteur sur le marché, du fabricant de packaging, dans sa communication aussi, avec très clairement aujourd'hui, on le voit, hein, ça a été cité à plusieurs reprises, des tendances sur de la biodégradabilité, qui est déjà un terme interdit aujourd'hui parce qu'il a été un peu trop mal usé, de la compostabilité, de faire référence à des normes, de la recyclabilité. Tout ça sont des mots qu'on entend tous les jours, que tout le monde souhaite nous demander. Et notre responsabilité, elle est de communiquer en vérité pour éviter justement de tomber dans les écueils du greenwashing par des manques de communication, des omissions ou même de la communication volontaire qui ne va pas dans le bon sens. Oui, avec toi, j'aimerais qu'on parle du Green Deal, du pacte vert européen. L'objectif, l'Europe neutre en 2050, c'est bien en marche? En marche, ça l'est. Ça a été soulevé par Sylvie et Marie-Hélène aussi. On a une vraie tendance de fond qui est drivée par les consommateurs, hein. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, la demande est très forte. Elle a explosé avec le Covid, très clairement. On a des consommateurs qui ont pu se concentrer sur leur façon de consommer et qui donc ont été plus militants, plus engagés dans le choix des marques, dans le choix des consommations. Et puis, on a aussi une accélération, alors rien qu'à l'échelle française, hein, sans même parler de l'échelle européenne. À l'échelle française, aujourd'hui, on a je dirais des phases d'accélération qui se font dans l'industrie, puisque en 2023, on a déjà une échéance sur la collecte des emballages, je veux dire biodégradables avec des guillemets, mais aussi l'importance d'intégrer de la matière recyclée en partie en 2025. Donc, chacun a des enjeux économiques aussi liés à ça, qui ont été poussés par l'Europe, répercutés par la France et renforcés aussi au niveau français. Et donc, répondre à ces enjeux économiques sur la responsabilité élargie du producteur, notamment, ça fait aussi partie du lot quotidien des stratégies qu'on met en place sur les différents packaging. Très bien. Alors, on est bientôt à la fin de notre débat. Je vous propose chacun de prendre la parole sur une petite conclusion, une ouverture, par exemple, que retenir de l'année Covid et surtout que préparez-vous pour les années à venir. Libre conclusion. Qui veut conclure? Et qu'en fait, toutes ces nouvelles contraintes qui auraient pu être mal perçues finalement au départ, nous poussent à beaucoup plus de partenariats avec les marques, avec nos fournisseurs, avec nos clients, et nous poussent à plus de challenge et de créativité et à préparer le monde de demain. Super. Sylvie? Nous, à notre échelle, on se rend compte que ce grand mouvement qu'on a décrit à nous trois nous fait tous réfléchir, qu'on soit consommateurs, de toute façon on est tous consommateurs, les fabricants de packs se posent 1000 questions à la seconde, les discours changent, la transparence s'immisce absolument partout, ça n'est plus pour faire beau. Ça l'a été, mais ça l'est de moins en moins. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en communication, tu es impliquée fortement toi aussi. En fait, en tant qu'acteur de la communication, notre rôle de conseil et d'accompagnement a pris une force incroyable depuis les premiers jours du Covid. Au départ, communiquer était insolent, était considéré par certains clients comme insolent. C'était pas politiquement correct. On a décidé de commencer à communiquer timidement. On a changé les contenus, enfin, on a adapté les contenus. On a bien sûr changé nos outils puisqu'on n'a plus de salon professionnel et on a évidemment dû bouger les curseurs sur les stratégies de communication. Donc, ça a été comme une gestion de crise. Mais l'important dans tout ça, c'est de réaliser que peut-être si on pouvait dire qu'il y avait un petit côté bénéfique à cette histoire horrible qu'on vit maintenant, c'est de se dire que
on espère de tout cœur que ce mouvement-là aura pris cette allure, enfin, perdu un peu de son retard, on va dire poliment. Très bien. J'ai un petit message et je m'interromps, un petit message qui nous vient du chat, une question. Avez-vous des noms de fabricants de packaging éco-responsables à conseiller? On en a déjà 2. Alors, on va peut-être répondre à cette question pour citer des noms en direct avec la personne. On n'est pas là aujourd'hui pour faire un salon professionnel, hein, ça nous manque à tous. Mais oui, pour répondre à la question, vous avez déjà Carestia, vous avez déjà CVP, 2 beaux exemples d'entreprises qui font de la recherche, qui innovent, qui font beaucoup d'efforts, qui parfois aboutissent sur des résultats négatifs, mais c'est toujours porteur et on se relève et on recommence. On n'a pas parlé, Marie-Hélène, de l'absence des salons professionnels, mais pour le sourcing, c'est très compliqué. Oui, mais heureusement, on a Zoom, on a tous ces outils qui performent énormément aujourd'hui. Et donc, on arrive quand même avec nos fournisseurs et avec nos clients à partager des innovations, hein, heureusement. C'est pas pareil, hein, parce qu'on a besoin de toucher dans notre métier, on a besoin de sentir dans notre métier en particulier chez Carestia. Mais bon, voilà, on envoie des produits, après on fait des conférences, et puis pareil avec nos fournisseurs, voilà, et on fait beaucoup de recherches, beaucoup de sourcing. Beaucoup d'adaptations. Léger nos packaging et trouver des matières premières renouvelables. Florent, dans le chat, une question pour toi. Comment accompagnez-vous les marques dans l'intégration de plastique recyclé d'un point de vue sécurité du produit fini? Je te donne 1 minute. 1 minute. Maximum. C'est un vaste sujet, la sécurité du produit fini, ça dépend déjà du produit fini. Je dirais un peu de connaissance des matières. C'est clairement des discussions qui sont très, très ouvertes et ça reste un travail de terrain. Je ne pourrais pas aller dans le détail aujourd'hui, mais la réponse est dans la question, c'est l'accompagnement, un peu de connaissance, beaucoup de partage de bonnes pratiques, ce qui va me permettre de conclure en même temps. Et je dirais que l'année Covid est génératrice d'opportunités pour le packaging éco-responsable, pour les nouvelles matières. On subit actuellement une crise des matières premières fossiles qui est aussi inédite, hein, qui arrive derrière l'effet Covid et qui fera briller les matières éco-responsables, en tout cas pendant un temps, qui va leur rendre un petit peu d'intérêt financier ou en tout cas le faire baisser. Et je dirais le plus important pour être responsable, pour être RSE, pour être éco-responsable, l'important c'est de communiquer tout simplement en vérité avec soi-même, avec nos consommateurs, de prendre en compte la réalité de nos impacts, de se dire que oui, on n'est pas des magiciens, on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout effacer, mais en tout cas, en s'impliquant, on peut faire mieux et on peut faire mieux tout de suite, on peut faire mieux demain et on pourra encore faire mieux après-demain. Et on y travaille. Très belle conclusion. Il faut que je vous quitte tous les 3. Notre première partie d'événement se termine. On va passer maintenant au témoignage. Merci, vous avez été formidables. Au revoir. Au revoir. On va vous montrer tout de suite les portraits de nos intervenants au témoignage. Nous avons invité des entrepreneurs engagés qui actent pour des solutions green au quotidien. On va rencontrer notamment une autre entreprise productrice de packaging. Commençons donc par elle, par un packaging éco-conçu, le résultat d'un parcours très long. Notre premier intervenant vient de relocaliser 70% de ses activités en France. L'usine niçoise vient d'être inaugurée dans le tout nouveau parc d'activités Roguez Village. Je dis bonjour au CIO de Semco Monaco et Sempac France. Bonjour Vénaël Régnier, est-ce que tu peux venir avec nous à l'écran? Bonjour. Alors, on t'entend, on ne te voit pas encore. Oui, Vénaël, bonjour. Bonjour.
Alors, c'est parti pour 3 minutes ensemble. Je te pose tout de suite la première question. Quelles sont les activités de SEMPAC et comment participe SEMPAC à la révolution de l'emballage? SEMPAC, c'est issu d'un projet de l'entreprise SEMCO, qui est à la base une société monégasque. Nous fabriquons du plastique rigide, comme ceci, dans la configuration avec des valeurs très proches de Florent et donc de CVP. SEMPAC, c'est un projet qui est né dans une volonté d'essayer d'imaginer le packaging de demain avec une utilisation du plastique autrement. Et surtout en essayant d'essayer d'imaginer le parfait transfert entre le rigide vers le flexible, en essayant de réunir les trois axes de l'innovation, à savoir le produit, le process et les matériaux. J'en prends présenter ceci. Très bien. Est-ce que je peux le voir aussi, moi? Bah oui, je te le donne. Ah, super. Bah voilà. Ah, c'est formidable la technique. Donc, OK. C'est un pack qui a été imaginé pour déjà être dans une logique de 100% d'éco-conception, pour être 100% éco-responsable, et qu'on a imaginé aussi pour essayer de trouver une solution à la problématique du 7e continent. L'idée, c'était de rassembler les avantages de tous les packs et d'essayer de travailler sur leurs inconvénients, notamment les problématiques de restitution, de distribution. Et quand je parle de restitution, c'est essayer de lutter contre le gaspillage alimentaire, puisqu'on perd énormément de produits lorsqu'on cherche à restituer l'ensemble du contenant du contenu. Là, c'est l'inverse. L'idée, c'est aussi de fournir un emballage full service, que ce soit pour le B2C ou le B2B, en essayant d'être au maximum alternative. C'est un pack qui est complètement customisable et il peut aussi bien servir pour le secteur de l'alimentaire, le secteur des cosmétiques, mais aussi le secteur industriel, qu'on va pouvoir complètement customiser et qui présente l'avantage avec de forts avantages environnementaux, notamment ça va peser 3 fois moins lourd qu'un flacon standard. Je confirme, c'est très léger. On va utiliser 50% de film en moins si on compare ça par rapport à un deuil pack, un pomme pot par exemple. On va avoir une restitution très très forte sur des formules très pâteuses, notamment le caramel, le Nutella. On va pouvoir atteindre des 97-98%, alors qu'avec un tube standard, vous êtes plutôt de l'ordre de 80-90%. Donc, c'est un gain quand même assez important, et je pense aux professionnels qui perdent de la marge lorsqu'ils mettent ça à la poubelle. Et puis, enfin, notre objectif, c'est d'avoir un pack qui soit ultra compressible pour que lorsqu'on le met dans la poubelle, oui, ils ne prennent pas de place et qu'on soit sûr qu'il soit recyclable et recyclé. Oui, il est tout souple. Et je sens bien que je peux aller jusqu'à la dernière goutte de produit. Oui. Voilà. Alors, je te pose une autre question à propos de ta façon de gérer l'entreprise. On en a parlé tous les deux. Je suis même venue visiter SEMPAC dans les locaux tout neufs. Venaël, être un chef d'entreprise éco-responsable, est-ce que pour toi, c'est une décision récente? Non, parce que le projet de SEMCO qui a ensuite généré le projet SEMPAC, c'est un projet qui est né il y a 10 ans. Et lorsque j'ai racheté l'entreprise, l'idée avec l'équipe, c'était vraiment d'essayer déjà de faire des choses autrement, d'essayer d'imaginer le packaging de demain, et déjà dans une logique d'éco-conception, mais vraiment tendre vers l'éco-responsabilité à 100%. Notre idée était simple, c'était d'essayer de faire notre part, d'essayer de contribuer à notre maigre niveau à l'évolution de l'emballage pour proposer des alternatives. Parce que pendant des années, on est resté dans une logique assez simple. C'était toujours des flacons, des tubes, ce qu'on appelle des deuil packs ou des char packs. Mais il y avait une faible volonté des industriels à l'époque d'essayer de proposer des produits, d'imaginer de nouveaux process et déjà d'essayer de travailler sur des nouveaux matériaux. Donc notre idée, elle a germé il y a une dizaine d'années. Elle a pris du temps, la R&D, ça prend du temps, mais notre idée, c'est vraiment offrir ces alternatives aux consommateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Très bien. Donc, SEMPAC est prêt pour le packaging de demain et notamment les cosmétiques. Oui, puisque ce qu'on a essayé de faire, c'était essayer d'imaginer un packaging qui soit alternatif, qui puisse contenir toute forme de
de produits à l'intérieur, que ce soit des formes liquides en passant par des formes solides, des poudres, ou des formes semi-pâteuses, et qui vont venir par sa customisation aussi bien à différents secteurs, l'alimentaire, la cosmétique, l'industriel, etc. etc. C'est un projet, je vous dis, qui a démarré il y a moins d'une petite dizaine d'années. C'est très long, la recherche prend du temps. Mais ce qui est intéressant dans cette logique de révolution de l'emballage, c'est que oui, on est prêt. On a beaucoup travaillé. Je veux dire, on a développé des produits, on a imaginé des machines de production en partant de zéro. Oui, j'ai vu. Voilà, en imaginant la machine de demain, et puis en travaillant aussi bien sur les matériaux qui soient dans une logique de monomatériaux flexibles pour être recyclables et recyclés à 100%, dans une logique aussi de biosourcé. Et puis demain, on travaille aussi sur des formules papier pour ouvrir d'autres horizons et ouvrir d'autres alternatives pour les consommateurs. Eh ben, ça, c'est une info, Vénal. Je vais te laisser. Je pense qu'on pourrait encore discuter longtemps tous les deux. Donc, je te dis à très bientôt pour la suite de l'actualité. Là, je vois qu'il y a déjà d'autres choses derrière. Donc, on va entendre parler de toi très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme vous le savez, dans la communication qu'on a fait sur cet événement, on devait accueillir Candice Collin. Alors, tout est en direct, donc ce sont les aléas du direct. Candice ne sera pas là. Elle m'a demandé de l'excuser auprès de vous. C'est le contexte sanitaire qui a bousculé un peu notre programme. En tout cas, Candice, nous te souhaitons une belle énergie pour tous tes projets, et il y en a beaucoup. Nous allons écouter maintenant un homme tout à fait passionnant. Son discours sur la stratégie de gestion du danger et du risque en industrie est le fruit d'un parcours brillant. Il est docteur en endocrinologie et toxicologue. Il a créé Life Scientis en 2016, une biotech dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité et la sécurité des produits. Bonjour Franck Chuzel. Oui, bonjour. Vous m'entendez, je pense, oui. Oui, parfaitement. Merci pour l'introduction et merci aussi pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un honneur. C'est parti pour 3 minutes ensemble. Alors, voici ma question. Là, on bascule dans la tech. Alors, biotech, recherche et développement alternative. Que fait Life Scientis exactement? En fait, on a deux activités vraiment principales et complémentaires pour soutenir l'ensemble des industries des sciences de la vie. La première activité, c'est une activité d'évaluation du risque toxicologique et du danger. Donc, c'est important de bien faire la différence, avec une expertise particulière sur les perturbateurs endocriniens. Vous l'avez dit, je suis endocrino de formation, et aussi les nanotechnologies. Et puis la deuxième activité très très importante aussi pour nous, c'est que nous développons des programmes de recherche et développement pour la mise en place de procédés d'encapsulation d'ingrédients ou de molécules ou d'actifs. Ces procédés sont basés sur des approches de chimie douce. Et dans les deux cas, effectivement, vous avez raison, c'est pour essayer de montrer notre volonté d'assurer la sécurité d'utilisation et aussi l'efficacité des produits des industries des sciences de la vie. C'est vraiment l'objectif principal de l'entreprise. Alors, ma seconde question, Franck Chuzel, quel est ton rôle dans la Green Beauty? Alors, nous, on travaille sur le contenu et pas le contenant. Comme ça a été abordé avant, c'est toute la chaîne, toute la chaîne de valeur de la filière. Un premier exemple, si je prends les programmes que l'on a en R&D, en fait, on propose des solutions d'encapsulation via des procédés qui sont des procédés de chimie verte, dans le sens strict de la définition de l'UNESCO, et des procédés bio-inspirés, puisque la nature nous donne beaucoup d'exemples de ce qu'elle fait elle-même. Donc, on copie ces aspects-là. Et ça, c'est dans une approche vraiment d'éco-conception et de RSE au sens strict du terme, on va dire. L'objectif, c'est de fournir vraiment une alternative à des ingrédients, des composés qui existent aujourd'hui, on l'a vu, qui peuvent poser des questions, ça a été abordé pendant toute la première heure, par rapport à leur innocuité, à leur danger.
Et donc, c'est vraiment essayer de répondre à ces besoins, mais tout en gardant la notion de performance quand même du produit final. Sinon, l'utilisateur final sera déçu. Donc, c'est un véritable enjeu pour toute la filière et en particulier pour notre équipe de R&D, parce que bon, ben, on s'y casse la tête des fois, hein, et pour nos chercheurs, on se creuse la tête. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Un deuxième exemple sur la Green Beauty, c'est que on peut le donner sur notre activité d'accompagnement sur l'évaluation du risque toxicologique. C'est comment on peut identifier les dangers, comment on peut les caractériser, comment on peut essayer de les maîtriser, comment on peut essayer de définir des stratégies qui nous permettent justement de proposer des solutions. Et on le fait aussi dans une approche, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, les 3 R, Reduce, Refine, Replace, dans nos stratégies pour faire juste ce qu'il faut et pour pouvoir répondre soit à nos clients, soit par exemple aux autorités réglementaires qui sont extrêmement vigilantes sur ces aspects-là. Tout à Voilà, fait. ces 2 exemples qui nous permettent de montrer, pareil, là aussi, de favoriser d'un côté la sécurité d'utilisation, mais aussi l'efficacité du produit qui va être mis sur le marché. D'accord. Et dernière question, une rapide conclusion. Tu considères que l'industrie est déjà prête pour les cosmétiques de demain? Alors, on l'a vu toute l'heure, là, c'est l'industrie au sens global, mais aussi cosmétique, est confrontée à de véritables enjeux. Alors, c'est vrai que je peux en parler des heures, hein. Ah non. En fait, elle doit proposer des produits efficaces, mais dans un contexte où la demande, on l'a vu, de maîtrise de l'impact sur la sécurité, santé humaine, sur l'environnement et de totale transparence est de plus en plus importante. Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité. L'industrie, du coup, a un rôle majeur à jouer, mais pas seul, c'est ce que j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ce qui a été aussi dit, toute l'interdisciplinarité de l'ensemble des acteurs dans ce domaine qui va permettre de continuer à innover, parce que c'est très important, puisqu'il faut innover pour répondre à ces besoins-là. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour tout le monde. Et ce, en intégrant de plus en plus les aspects légaux, parce que c'est aussi important, les aspects sociétaux et les aspects éthiques. C'est ce qu'on pense devoir faire. Et il faut rajouter, je pense, un dernier petit mot, une certaine pédagogie, parce qu'au final, ça reste des problématiques qui restent complexes. Donc, je pense que l'industrie, elle est prête, elle est en train de muter. Et c'est en tout cas dans cette optique d'accompagnement de cette mutation que nous inscrivons et travaillons avec toute l'équipe au sein de Life Scientis. Formidable. Belle conclusion. On est tout à fait dans le sujet. Merci, merci Franck. Merci. C'était formidable. Et j'invite nos internautes à consulter le site de Life Scientis, tout simplement lifescientis.com. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. À présent, place à la matière première naturelle. Alors, on arrive vraiment à la toute fin de notre conférence et je donne la fin de cette conférence à Botanicert. Botanicert est une start-up de Grasse créée par Francis Hadjiminaglou qui offre des services innovants dans l'identification des plantes et les dosages des actifs. Vous allez voir, c'est bien plus qu'un laboratoire d'analyse. Nous donnons 3 minutes de parole, 3 minutes, 4 minutes au directeur technique de Botanicert. Bonjour Loïc Lofredo. Bonjour Gisèle, du coup merci pour l'invitation. Donc à mon tour un petit peu de parler sur ce sujet-là. En tout cas, ce qu'on peut voir c'est que l'innovation effectivement elle est au cœur de tous les débats aujourd'hui et ça va être du coup à mon tour de vous présenter cette fois-ci 2 véritables innovations dans le domaine de l'analyse des ingrédients naturels autour de notre mission qui est vraiment d'accompagner les industriels à proposer les meilleurs ingrédients naturels possibles pour le consommateur. Donc, c'est une suite assez logique à ce que vient de présenter Franck précédemment, parce que justement, je vais parler un peu de sécurité et d'efficacité du contenu. Donc, voilà, notre concept est né d'un constat où nous nous sommes rendus compte qu'un grand nombre d'extraits secs végétaux du marché ne sont pas vraiment ce qu'ils prétendent être. En fait, la qualité n'est que très rarement au rendez-vous, ce qui est forcément assez malheureux. En fait, c'est aussi assez logique parce que pour rester compétitif, les acteurs doivent toujours se procurer de nouvelles plantes venant du monde entier le plus vite possible à moindre coût. Et donc, c'est vraiment particulièrement propice à des erreurs, des falsifications en tout genre qui sont souvent complexes à détecter. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'en fait,
on continue d'utiliser des méthodes vraiment vieillissantes pour authentifier les matières naturelles, ce qu'on appelle les méthodes pharmacopées. Donc, voilà, il ne faut pas oublier qu'initialement, ces méthodes, elles étaient juste utilisées pour différencier les quelques dizaines de plantes qu'on utilisait. Mais bon, aujourd'hui, on utilise des milliers, des procédés vraiment très différents. Donc, en fait, voilà, on est complètement dépassé sur le contrôle aujourd'hui. Et voilà, du coup, c'est dans ce cadre que Botanicert a voulu apporter une réelle solution aux industriels qui ont vraiment à cœur de commercialiser des produits sûrs et efficaces pour le consommateur. Donc, la première innovation, ça a été de développer une méthodologie efficace capable de contrôler tout type de produit à base de plantes en vérifiant simultanément qu'il y a bien la bonne plante et uniquement elle, qu'il n'y a pas d'ajout de substances de synthèse et que la plante n'est pas diluée non plus. Et donc, pour y arriver, très schématiquement, la méthodologie consiste en un screening de tous les actifs afin de pouvoir détecter ce qui est attendu, mais également ce qui n'est pas attendu pour détecter d'éventuelles mauvaises surprises. Voilà. Notre première innovation, c'est donc un outil performant qui est un petit peu aussi de l'assurance de votre marque pour la sécurité et l'efficacité de vos ingrédients naturels. Très important, la sécurité revient tout le temps, oui. Exactement. Mais voilà, du coup, si vous avez bien compris, en fait, c'est cet outil qui nous a permis d'acquérir notre notoriété donc, depuis 10 ans, mais on s'est dit pourquoi ne pas s'en servir autrement. Donc en fait, on voit souvent l'analyse comme un coût, et le but c'est pourquoi ne pas transformer cette analyse, ce coût, en un avantage concurrentiel. Donc en fait, pour savoir quoi faire d'un produit, il faut savoir ce qu'il contient, et donc faire une analyse. Et une fois que l'on sait ce que le produit contient, il faut savoir comment faire pour bien l'utiliser. Donc notre idée, juste d'utiliser notre outil pour le développement d'ingrédients naturels innovants. Donc, on va imaginer, vous avez un produit, vous ne savez pas quoi en faire comme un coproduit. Donc, la première étape, c'est de cartographier ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, nous avons associé tout un panel de briques, donc un peu une offre à tiroir que l'acteur peut choisir chez nous pour qu'il puisse développer son propre ingrédient. Ça va être déterminer le potentiel d'un échantillon en se basant sur la composition, réaliser des extraits à l'échelle labo en fonction de ce qui a été vu, réaliser des tests d'activité in vitro, orientés encore une fois par rapport à ce qui a été vu. Donc, ça peut être des tests antioxydants, des tests enzymatiques à visée cosmétique, comme les tests collagénase, élastase, ou même accès santé avec des tests lipase, acétylcholinestérase, etc. Et un quatrième point qui va être un accompagnement pour tous les aspects réglementaires et toxicologiques. Parce qu'effectivement, connaître précisément la composition, ça permet de savoir dès les premières étapes s'il va y avoir un frein réglementaire, et même sur l'aspect tox, pour déterminer des NOAEL bien plus facilement. Donc voilà, tout cela, c'est basé sur le fait de savoir précisément ce que le produit contient. Une conclusion, on est déjà sur notre horaire de fin. Très bien, du coup, effectivement, pour conclure deux petits mots. Donc, pour un acteur qui a l'habitude de développer des extraits, cela peut sembler vraiment facile à première vue, mais pour innover, même quand on a l'habitude, c'est toujours une aventure risquée. Et je ne parle même pas d'un acteur qui s'y lance pour la première fois. Donc, la meilleure solution, c'est toujours de mutualiser des compétences autour d'une table pour diminuer ce risque lié à l'innovation. Donc, c'est pour ça que Botanicert a intégré il y a peu la plateforme collaborative WinetLab en fin 2020, qui regroupe des experts qui vont aider les industriels à développer des ingrédients naturels. Donc, études de marché, expertise plante, réglementaire, les essais labos, scale-up jusqu'à l'industrialisation. Donc, en fait, les acteurs peuvent choisir toutes les options pour qu'ils développent un produit innovant. Et voilà, et utiliser l'outil qu'on a développé pour voir dans l'échantillon, c'est tout simplement savoir où vous allez en prenant le chemin le plus court et le plus sûr. C'est parfait. Belle conclusion, Botanicert. On a compris, vous êtes en plein déménagement, passage de la pépinière d'entreprise à l'hôtel d'entreprise. Donc, ça grossit, ça prend de l'ampleur. Parfait. On essaie de normer un peu l'activité en passant par les ISO, etc. Mais oui, effectivement, on est en plein dedans. Bel exemple de start-up sur le Pays de Grâce. Conclusion, je te dis au revoir Loïc et grand merci, c'était top. Merci beaucoup. Il était important que la conférence termine sur le sujet de la plante parce que c'est quand même la préoccupation importante de ce mouvement Green Beauty. Notre événement se termine, je suis désolée pour les 3 minutes de dépassement. Nous affichons là maintenant les coordonnées de tous nos participants. Je serais vraiment heureuse que cette conférence suscite des contacts parce que c'est ça l'ADN du Club des entrepreneurs du Pays de
Grasse et de la French Tech by Pays de Grasse, créer les contacts, les échanges. Nous traiterons les questions qui n'ont pas eu de réponse dans le chat sur notre mail. Merci de nous écrire à contact@clubdesentrepreneursgrasse.com. N'hésitez pas à nous contacter. On est une équipe très dynamique et on vous répondra. Et voilà, je vous souhaite, ainsi que Marion, nous vous souhaitons bon appétit, bon après-midi. Voilà, nous on s'est régalés. On espère que vous aussi.